Il y a 20 ans, jour pour jour, le 27 octobre 2005, 2 adolescents perdaient la vie à Clichy-sous-Bois. Zied Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, ont été électrocutés dans un transformateur EDF en tentant d'échapper à un contrôle de la BAC. Un drame et un choc qui allaient embraser tout le pays. Pendant plusieurs semaines, les banlieues françaises s'enflamment. C'est une explosion de colère née de la peur, de l'humiliation et du sentiment d'abandon. À Matignon, le Premier ministre de l'époque s'appelle Dominique de Villepin, son ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy. Lui qui, quelques jours avant le drame, avait promis, je cite, de nettoyer la cité au Karcher. Des mots qui, pour beaucoup, ont mis le feu aux poudres. Fuir la police, ce geste de panique qui a coûté la vie à Zied et Bouna, est devenu pour beaucoup de jeunes racisés un réflexe de survie, par peur d'un contrôle guidé rap, d'une parole mal interprétée, d'une violence de trop. Un réflexe qui traduit un lien brisé entre une partie de la jeunesse et les forces de l'ordre. Et pourtant, ce choix de la fuite, certains le jugent encore. En 2016, un jeune élu d'Île-de-France, Jordan Bardella, aujourd'hui président du RN, écrivait sur les réseaux sociaux, je cite, « Quand on n'a rien à se reprocher, on ne fuit pas la police ». Une phrase lourde de sens, mais qui pour beaucoup de familles ignore une réalité quotidienne, celle d'une relation de méfiance, d'un sentiment d'injustice et de décennies de contrôle perçus comme discriminatoires. 20 ans plus tard, la question reste la même. Est-ce que la colère des quartiers a vraiment disparu? Et pour revenir sur cet événement tragique avec nous ce soir, Mornia Lapsi, militante antiraciste et inspectrice du travail, Mehdi Bigaderne, adjoint au maire à Clichy-sous-Bois, Lilian Ripper, journaliste au Bondi Bloc et Sarah Ichou, directrice du Bondi Bloc. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour malheureusement cet anniversaire d'un événement extrêmement tragique. J'aimerais qu'on voit aussi un sujet qu'ont fait nos journalistes Lydia Ménez et André Manivit. Il y a eu des commémorations ce matin à Clichy-sous-Bois et justement on va écouter Mohamed Meshmesh, fondateur du collectif Assez le Feu. J'étais habitant mais aussi rue travailleur social parce que j'étais éduc de rue. Donc je travaillais sur le périmètre de Clichy-Montfermeil et je connaissais très bien Zied et Bouna et Mitine. Zied et Bouna par leur joie, leur bonheur, leur sourire. Des enfants tranquilles qui demandaient qu'à vivre tranquillement et d'avoir un avenir à tracer avec des projets. Et malheureusement ils ne sont plus là. Donc de nous rappeler les 20 ans et chaque année de commémorer leur mémoire, ce n'est pas rien. C'est quand même quelque chose d'important pour nous. Et de me souvenir qu'au moment où les choses sont arrivées, je sortais d'une formation d'éduc et j'appelais des potes parce qu'on devait boire un pot et ils m'ont tout simplement dit « Mohamed, laisse tomber le pot, il faut revenir sur le quartier ». Malheureusement, il s'est passé un drame, on t'expliquera quand tu arriveras. Et puis quand je suis arrivé, j'ai juste senti des tensions avec énormément de jeunes qui étaient rassemblés, réunis, criant leur colère, en expliquant que c'était injuste, qu'ils n'avaient rien fait et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne faisaient plus partie de ce monde-là, quoi. Donc après avoir écouté ce témoignage et aussi, vous connaissez cette histoire, comment est-ce que ce drame résonne en vous en tant que militant antiraciste, en tant que maire adjoint, en tant que journaliste? Je ne sais pas qui souhaite prendre en premier la parole. Oui. Moi, je veux bien commencer, si vous permettez. Moi, il résonne encore à travers mon engagement parce que j'ai vécu les événements viscéralement. Je les vis encore aujourd'hui. C'est ce qui anime tout mon engagement. Je suis aujourd'hui effectivement élu, mais ça ne s'est pas fait naturellement, ces événements. Et puis aussi, on vient de voir Mohamed Meshmesh. Du coup, on a créé cette association qui est le collectif Assez le Feu. Et donc, malheureusement, j'ai envie de dire, on existe encore, on est toujours là et nos engagements sont encore plus forts que ça l'était hier parce que la situation n'a pas beaucoup évolué, que ce soit sur le plan sur le plan humain. On a beaucoup avancé sur le plan urbain, bon, avec des effets pervers, bien évidemment. On y reviendra peut-être. Mais voilà, en tout cas, pour moi, ça résonne encore à travers cet engagement et puis la situation qui n'a pas beaucoup évolué à Clichy-sous-Bois et certainement dans les quartiers populaires de France. Merci. Peut-être Mornia. Du coup, peut-être un mot d'abord hommage aux deux victimes. Moi, j'ai une grande pensée pour les mères, les pères évidemment, toutes les familles et les amis de Zied et Bouna, Allah yarhamham. Et ça résonne d'autant plus en moi, en tant que maman évidemment, mais aussi en tant qu'habitante de Nanterre.
proche de la maman de Nahel, évidemment. Et on ne peut que être triste à la fois de la perte de ces vies sous des actions discriminatoires de la police, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, et qui résonnent dans l'actualité, mais qui en réalité ont eu un continuum, qui ont été précédés avant par des violences policières qui sont aujourd'hui, d'une manière démontrée, structurelles et systémiques. Mais forcément, moi, ça résonne d'autant plus que non seulement il y a eu d'autres victimes depuis, je crois qu'on compte entre 150 et 160 victimes, je crois, depuis la mort de Ziad Bouna, pas forcément, en tout cas sous les actes déplacés de la police, qui peuvent être les violences policières ou des actes comme cela, ou alors des courses-poursuites comme pour Wanis. Et en effet, nous, à Nanterre, on ne peut que se souvenir de Ziad Bouna quand, le 27 juin 2023, le petit Nahel mort sous les coups d'une arme. Je suis désolée, je suis toujours très émue parce que moi, je ne connaissais pas Ziad Bouna, mais évidemment, à l'époque, j'étais plus jeune et ça nous avait tous marqués. Mais j'entends tout à fait quand on connaît. Quand les personnes s'incarnent, c'est d'autant plus violent. Et comme Nahel, c'était quelqu'un que nous connaissions, et on voit bien non seulement le continuum, mais aussi les effets que cette mort a eu, les mêmes effets finalement, les mêmes causes ont les mêmes effets que la mort de Ziad Bouna, et on en parlera certainement, les révoltes qui ont eu lieu après, comme pour la mort de Nahel. Donc oui, ça résonne en moi, en tant que maman et en tant que militante antiraciste. Merci. Et pour vous, Sarah ? Alors, pour moi, à titre personnel, en tant qu'habitante des quartiers populaires, en fait, la mort de Ziad Bouna marque l'histoire des quartiers populaires, l'histoire de France, même dans sa globalité. Donc c'est une date qui est très importante. Et puis après, à l'échelle du Bondi Blog, c'est une date extrêmement importante également parce que ça marque le point de départ en fait, du Bondi Blog, qui naît donc en novembre 2005, quelques jours après la mort de Ziad Bouna à Clichy-sous-Bois, dans le but de raconter les quartiers populaires autrement. Et donc oui, nous, c'est une date qui a toujours été hyper importante, qui fait partie de notre ADN, de notre ligne éditoriale aussi. C'est aussi pour ça que la question des violences policières est aussi importante au Bondi Blog. Le traitement des violences policières est aussi important. Et donc voilà, pour résumer, pourquoi est-ce que cette date est très importante pour nous, mais aussi pour les habitants des quartiers populaires dans leur généralité en tout cas, et dans tous ceux qu'on rencontre et qu'on raconte au Bondi Blog. Et pour vous, Lilian, sachant que vous avez signé justement une enquête avec un de vos confrères, Ludovic Saint-Bill, et selon cette enquête conjointe du Bondi Blog et de Basta Média, entre 2005 et 2025, au moins 562 personnes sont mortes lors d'interventions policières hors opération antiterroriste, et parmi elles, 162 victimes après une tentative de contrôle, soit un cas sur 3. Oui, on a publié cette donnée cette semaine avec Basta, qui est un média indépendant qui travaille sur un recensement des personnes qui décèdent lors d'interventions policières depuis des années maintenant. Et on voit une grande évolution de ces chiffres depuis les années 2000. Entre 2000 et 2010, il y a entre 10 et 20 personnes qui décèdent lors d'interventions policières. Après 2010, on est passé à plus de 20. Et à partir de 2020, on est à plus de 50 par an, avec l'année 2024 qui est très marquée. Il y a 65 personnes qui ont perdu la vie lors d'une intervention de police. Ouais, l'année la plus meurtrière finalement. Oui, et il y a un profil qui revient évidemment en général. Donc vous avez dit un tiers des personnes décédées qui ont moins de 26 ans. Et puis le même profil tout le temps sont des jeunes hommes racisés des quartiers populaires qui sont principalement victimes de ces interventions. Et tout à l'heure, on a cité Nahel, mais il y a plusieurs d'autres victimes, Adama Traoré, Souheila Emri, donc Nahel Marzouk. Comment, selon vous, est-ce qu'on peut expliquer que finalement rien ne semble enrayer en fait cette mécanique qu'après 20 ans, il y a encore des histoires qui se perpétuent, il y a encore des meurtres, il y a encore cette violence aussi de la part de la police. On a l'impression finalement que rien n'a changé. Non, je t'en prie. En fait, il y a un vrai sujet, c'est que on prend aujourd'hui
la date de 2005 comme étant le point de départ. Ça a été le point de départ du Bondi Bloc, par exemple. C'est une date importante dans l'histoire des quartiers populaires. Mais malheureusement, des violences policières, il y en avait avant 2005 et il y en a eu après 2005. Et en fait, politiquement, médiatiquement aussi, après on pourra parler de toute la partie médiatique et du traitement médiatique, mais politiquement, on a comme l'impression que c'est un sujet qui est remis sous le tapis à chaque fois. On se dit, bon, là, ça s'est calmé, c'est bon, on n'en parle plus. On va repasser quelques coups de peinture, poser quelques tramways dans certains quartiers, et puis on attend. Et on attend, et en fait, entre-temps, la détresse sociale, les problèmes au niveau de l'accès au logement, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, etc., continuent de grandir. Et donc, la colère également continue de grandir. Et cette colère-là, elle a malheureusement très peu été prise au sérieux dans les mots qui ont été choisis, donc ça on parlera des médias après, mais aussi dans les réponses politiques qui ont pu exister. Alors on voit plein d'images revenir à la surface, des images de Jacques Chirac en 2005 qui apportaient une réponse politique. Par exemple, en 2023, il n'y a pas eu de réponse politique réelle. En 2023, la réponse, elle a été dans les tribunaux. Elle a été répressive, ça a été des très jeunes adolescents qui ont pris des peines très lourdes en réalité pour ce qui a été fait, même si c'est la justice qui fait son travail, comme on dit. Mais effectivement, il y a des questions à se poser. Et donc, je pense que le sujet revient à chaque fois parce qu'en fait, on ne le regarde pas en face, on ne regarde pas le problème en face. Et à un moment donné, quand nous, en tant que journalistes, en tant qu'habitants, on pose des questions, les questions qui peuvent faire grincer parfois, de racisme dans la police, par exemple. On nous dit que, faut faire attention aux discours anti-flics, etc. Et en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste de se dire, il y a un problème, il faut savoir le regarder en face et pouvoir le résoudre. Parce que de manière générale dans la vie, quand il y a un problème, on essaie de trouver des solutions. Malheureusement, quand il s'agit des quartiers populaires, c'est pas tellement ce qui se passe. Oui, absolument, mais au-delà de ça, au-delà des conditions effectivement sociales, inégalités, racistes, les discriminations, tout ce qui peut être rencontré par la jeunesse des quartiers populaires et notamment les garçons qui sont plus confrontés à ce type de violences policières. Il y a aussi, je pense, un vrai manque de volonté de la part de l'État et du ministère de l'Intérieur notamment d'aller vers l'arrangement et l'amélioration de ces relations police-population et police-jeunes en particulier. Moi, je l'ai vu, une des premières réponses à 2005 à la mort de Zied Bouna. On avait un territoire qui était complètement désertique en termes de services publics. Et un des premiers services publics qui est venu sur le territoire, c'est un commissariat. Était-ce la priorité? C'est bien qu'il y en ait un, mais était-ce la priorité? Puis en plus, il faut voir l'architecture du commissariat, un vrai bunker architecturalement parlant qui donne. Donc, c'est pas très ouvert à la ville et puis c'est pas très accueillant comme institution. Mais tout ça pour dire qu'on a eu un certain nombre de commissaires qui sont passés en direction de ce commissariat et qu'on avait des commissaires qui étaient ouverts complètement à travailler avec les acteurs associatifs, à travailler avec la municipalité, avec les parents, mais qu'ils étaient limités en fait. Leur action avait une limite parce que là-haut, au commandement, il n'y avait pas de volonté et on le voit à chaque fois aussi comment ce poste du ministre de l'Intérieur est très politisé. C'est un tremplin vers la présidentielle et donc il est le premier flic de France parce que donc il y a un vrai parti. On voit aussi très souvent comment aussi ce corps institutionnel n'est pas justiciable. En tout cas, c'est le sentiment qui règne. Alors l'ironie du sort veut que le premier flic de France de l'époque aujourd'hui est incarcéré, qui est responsable de ce contexte et puisque à l'époque il avait mis aussi le feu au quartier, il faut le dire, avec ses propos sur le fameux propos sur le Karcher et puis donc très, très stigmatisant, tout ça à des fins politiques, mais tout ça pour dire qu'encore aujourd'hui on est dans ça, il n'y a pas de volonté réelle d'arranger, et là on n'est pas dans une question d'argent, on est aussi c'est aussi tout simplement en orientation. On a vu que la police de proximité avait été pareil par le même
j'allais dire le même personnage, voilà, l'ancien président et l'ancien premier ministre de l'Intérieur avaient été supprimés violemment en plus, en remettant en cause le travail des policiers. Mais donc voilà, je pense que aujourd'hui, tout ce manque de volonté-là, et je pense que c'est complètement volontaire, parce que c'est aussi un fonds de commerce, quelque part aussi politique, et c'est au détriment de l'apaisement dans ces quartiers, de l'amélioration et aujourd'hui, c'est vrai qu'hier, on disait, voilà, c'est les banlieues, ont été montrés du doigt, les jeunes ont un problème avec la police, et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi, et on le disait avec Assez le Feu encore il y a quelques années, que si on ne réglerait pas ce problème-là, ça allait faire effet de boule de neige et que ça allait se développer. Et on voit très bien que à travers les gilets jaunes, comment la réponse sécuritaire, exactement, même si elle n'est pas complètement qualifiée de la même façon, et aussi les réponses qui sont données au tribunal ne sont pas les mêmes. Mais voilà, je pense qu'il y a une défiance aussi envers le français de manière générale. Aujourd'hui, il y a un problème de relation de confiance avec sa police. Et encore une fois, tu as raison, très souvent on nous dit on est contre la police, on veut vraiment nous mettre. Voilà, ce qu'on souhaite, c'est une police républicaine. Et on sait que voilà, il y a et dire qu'il y a une minorité qui nuit à une majorité, comme dans les jeunes, il peut y avoir une minorité qui est une majorité, mais que tout le monde aspire de manière générale à vivre très, très tranquillement, et les jeunes ne sont pas forcément contre la police. Il y a juste un lien de confiance à rétablir, ou à construire plutôt, parce que comme on se fait contrôler 10 fois par jour par les mêmes policiers, bien évidemment ça crée des relations de tension et de confiance. Et c'est aussi pour ça, parce que je pense que Jordan Bardella, il n'a pas dû se faire contrôler beaucoup de fois quand il était jeune, et donc voilà, c'est aussi pour ça que comme on voit la police, on a peur, et qu'on peut courir. Vous voulez rajouter quelque chose, Mordia ? Oui, alors moi sur cette question-là, elle me semble, peut-être parce que je dois être la plus âgée du plateau, mais en fait, d'abord avant 2005, il s'est passé plein de choses. Je crois que quelqu'un d'entre vous tout à l'heure l'a rappelé, 17 octobre 61. Je veux dire, la police dans l'histoire française, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, c'est le bras armé d'un État et d'un État colonial. Et donc, le 17 octobre 61, quand plusieurs centaines d'Algériens sont jetés à l'eau, c'est la police qui est chargée de mettre en œuvre cette politique raciste à l'endroit des Algériens qui avaient fait l'objet d'un couvre-feu. Et en fait, même si pour justement une évolution de l'histoire, une évolution de l'immigration en France et justement le fait que la population a évolué, cette population qui avait été victime à l'époque, c'était une première vague d'immigration. Et ensuite, ça a évolué avec la deuxième, troisième génération de Français, les subsahariens qui sont arrivés après. La police, pour autant, n'a pas changé. Et les doctrines n'ont pas changé. Elles ont même plutôt été beaucoup plus offensives, punitives, et particulièrement à l'endroit des personnes issues de l'immigration, et plus particulièrement des personnes issues de l'immigration qui étaient parquées dans d'abord les bidonvilles et ensuite les cités transit, puis les cités qu'on appelle banlieues ou quartiers populaires aujourd'hui. Et du coup, ce qu'on constate en 2005 et qu'on constate encore aujourd'hui d'une manière très évolutive, exponentielle, et moi j'ai lu avec beaucoup d'attention votre enquête, vraiment, c'est quelque chose qui pour ma part, correspond à ce qui structure en fait la police. Je veux dire, ça ne fait plus aucun doute, et moi j'ai pas envie qu'on se censure. Alors il y a une vingtaine d'années, on n'osait pas le dire, à l'époque de la mort de Ziad Bouna, mais aujourd'hui on peut le dire parce qu'il y a des données académiques et parce que d'autres, des non-blancs, notamment le Défenseur des droits, l'ONU au niveau international, certaines commissions internationales qui identifient les problématiques de la police, ont bien aujourd'hui dit qu'il y a des pratiques discriminatoires s'agissant de la police française. Et d'ailleurs, en 2023, juste avant la mort de Naël, je crois que l'ONU avait délivré un document qui interpellait la France, l'État français, s'agissant des pratiques racistes, du profilage racial et des contrôles et des contrôles aux faciès. Et évidemment, il y a des condamnations pour contrôle aux faciès au niveau de la Cour européenne. Et du coup, tout ceci nous montre quoi ? C'est que d'abord, il y a une véritable volonté politique. C'est pas une non-tentative d'apaisement. C'est que c'est une volonté politique de mater des jeunes de quartier qui, d'une manière historique, demandent et réclament des droits d'égalité. Ce qui n'est pas le cas en France. Ça aussi, c'est largement aujourd'hui démontré d'une manière académique par plein de sociologues, etc. Et que le bras armé de l'État, qui est la police, lorsque ces jeunes
demandent simplement à circuler comme tout le monde, demandent à avoir des droits comme tout le monde, à l'accès à l'éducation, à l'accès au travail, eh bien subissent ces discriminations-là, mais aussi au quotidien, parce qu'il faut mater ces jeunes-là. Il faut les mater à la fois quand ils sortent des frontières des cités qui ont été à la base créées en réalité pour nous maintenir dans une prison. Eh bien, on les et c'est le cas, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais les atteintes de liberticides en matière de circulation sont telles qu'aujourd'hui, les jeunes des quartiers populaires ne sortent quasiment plus du quartier. Et même quand ils ne sortent pas, eh bien, on s'aperçoit que, ou alors comme à l'époque de Ziad Bouna en 2005, ils ont peur de la police pour des raisons qui sont totalement justifiées, parce qu'encore une fois, démontré, les policiers les maltraitent, les policiers les humilient, les policiers les palpent, les policiers les contrôlent plus régulièrement que des personnes blanches. Et donc, à juste titre, ils se sauvent. Et que les mêmes, et tu as bien fait de le dire tout à l'heure, qui osaient dire à l'époque, et encore maintenant, eh bien, s'il courait, c'est qu'il avait des choses à se reprocher. Aujourd'hui, alors qu'ils détournent des millions, voire des milliards d'euros, nous expliquent partout où ils peuvent, et la chance qu'ils ont, c'est d'avoir tous les plateaux de réactionnaires qui leur ouvrent les portes, nous expliquent combien la justice ne fait pas son boulot et combien ils sont victimes même d'injustice. Donc moi, ça ne me choque pas du tout. Je dirais même que plus on va aller dans une forme de résistance, et la résistance, c'est quoi? La résistance, eh bien, c'est des différentes associations qui se sont créées, les familles qui ne se laissent plus faire et qui, à l'époque de Ziad Bouna, mais même avant, on a eu d'autres morts, ce qui a généré d'ailleurs des luttes de l'immigration, les marches pour l'égalité, et puis plein d'autres choses avant. En réalité, c'est un fait parmi d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est que plus il y aura de la résistance du côté des discriminés, et ça, il n'y a plus à se justifier sur ce sujet-là. Je veux dire, aujourd'hui, c'est clair, c'est clarifié, il y a des données, et la difficulté que nous avons, c'est que la France fait montre de surdité, et pour des raisons qui sont évidemment politiques, puisque plus elle montrera la criminalisation, la disqualification des discours qui viennent défendre ces jeunes qui sont victimes de discrimination, de violences policières, de contrôle aux faciès. Et plus, en réalité, il montre du doigt et il crée des politiques encore plus discriminatoires, les politiques également comme la loi qu'on appelle, nous, refus d'obtempérer, permis de tuer. Plus, eh bien, ils pourront justifier des politiques réactionnaires, racistes, et répondront à un électorat raciste, et qui leur permet, voilà, je veux dire, c'est pas du tout, ils ne savent pas faire. C'est que c'est pour moi, clairement, politique. C'est une orientation politique aujourd'hui de considérer que ces jeunes-là méritent de mourir, et on le voit bien dans le traitement médiatique. Peut-être que tu en parleras, et toi aussi, mieux tout à l'heure. Et justement, Lilian, dans ton enquête, on s'est aussi rendu compte, parce que la France, comme ça a été dit, a été épinglée maintes et maintes fois, et ça reste le pays justement européen avec le plus de morts et de blessés par la police. C'est quand même assez grave, et pourtant, il y a encore des politiques, il y a encore des médias qui parlent en fait de ces jeunes garçons principalement, de cas isolés. Alors que dans ton enquête, on voit bien que ces chiffres-là, justement, on les compte en centaines de morts, et c'est pas simplement des cas isolés. Oui, il y a une sorte d'inversion d'épaule, on va dire, quand ces politiques parlent. Ce qui est intéressant, pour revenir sur la question du refus d'obtempérer, c'est vraiment mis en place dans une sorte de politique où, à partir de 2017, sous la pression des syndicats de police, on étend la légitime défense des policiers, on leur autorise à tirer, en fait, s'il y a un véhicule en mouvement qui serait susceptible d'atteindre à leur intégrité physique, ou dans un futur, éventuellement, porter atteinte à quelqu'un, à l'intégrité physique de quelqu'un. Et à partir de là, il y a une multiplication par 5 des tirs sur les véhicules les 5 années qui suivent la loi. Et c'est vraiment une spécificité française, puisque si on analyse ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des chercheurs. En Allemagne, par exemple, sur les 10 années 2012-2022, il y a un tir mortel après un refus d'obtempérer, quand on en compte des dizaines en France. C'est vraiment un choix politique qui fait suite à des politiques sécuritaires et répressives, notamment à partir des attentats de 2015.
Mais avant, bien évidemment. Et justement, pour continuer sur les médias, est-ce que vous constatez justement que les récits médiatiques autour de ces drames ont changé depuis 2005, voire même avant, ou est-ce que, selon vous, on persiste encore justement sur ces réflexes de stigmatisation ? En fait, dans les réflexes journalistiques, si on essaye d'articuler une pensée complexe, c'est qu'en fait, à la fois, nous, on est très fiers aujourd'hui de savoir qu'en 20 ans de Bondy Blog, il y a plein de journalistes qui sont sortis du Bondy Blog et qui ont intégré des rédactions dites traditionnelles. Ça, c'est super. Et ça permet, en conférence de rédaction, d'avoir peut-être un autre regard et d'autres débats, d'autres points de vue sur les questions de quartier populaire, par exemple. Mais le problème, c'est que ces sujets quartier populaire, quand est-ce qu'ils arrivent en conférence de rédaction ? Le problème, qui est en fait encore le même qu'en 2005, c'est qu'en fait, on parle de séquence quartier populaire. C'est-à-dire que là, par exemple, on a été très sollicité ici par des médias pour venir raconter ce qu'on voit sur le terrain. On a vu des caméras se balader un peu partout en Seine-Saint-Denis, particulièrement à Clichy-sous-Bois, etc. C'est très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer demain et la semaine prochaine ? Et qu'est-ce qui se passait la semaine dernière ? Malheureusement, très peu de choses. Pourquoi ? Parce que on voit encore les quartiers populaires comme des terrains où on se déplace seulement quand il y a une actu quartier populaire. Quand ça va mal aussi. Et quand ça va mal. Ou alors quand ça va trop bien. Aujourd'hui, il y a ça. La différence avec 2005, c'est qu'après, en 2005, comme on a dit, non, mais c'est pas bien, on vient que quand ça brûle, etc. Quand on a trouvé des profils où, en fait, au contraire, c'était très beau, très bien. Alors, elle est toute seule dans son quartier, elle a fait telle école prestigieuse, nous l'avons suivie. Et en fait, du coup, en termes de représentation, en tant qu'habitant des quartiers populaires, en tant que jeune habitant des quartiers populaires, parce que très souvent, quand on parle d'habitants des quartiers populaires, on a l'impression que tout le monde est très jeune, par ailleurs. C'est vrai. On ne se reconnaît pas forcément. Quand on a 15 ans et qu'en fait, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, où on va, etc., on se reconnaît ni dans l'un ni dans l'autre. Et donc, effectivement, se pose la question de la représentation des quartiers populaires. Donc, les mots qui sont employés sont pas toujours à la hauteur. Il y a une bonne intention, l'intention est là. Malheureusement, le résultat n'est pas encore à la hauteur parce qu'on ne considère pas encore les quartiers populaires comme des terrains journalistiques à part entière. C'est-à-dire que quand on parle de, je sais pas moi, par exemple, d'économie, quand on parle de politique, d'instabilité politique, quand on parle de Nicolas Sarkozy, semaine dernière, Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé. On a vu plein d'images dans Paris. On a vu plein d'images entre le 16e arrondissement, la prison de la Santé, je ne sais plus dans quel arrondissement elle est, 7e, donc entre le 16 et le 7e, très bien. Personne ne s'est dit, on va aller tendre un micro dans les quartiers populaires pour peut-être interroger les habitants des quartiers populaires qui ont des choses à dire sur Nicolas Sarkozy. Alors, je dis personne. J'ai pas regardé tous les contenus journalistiques qui ont été faits, mais globalement, dans les médias mainstream, j'ai pas vu grand-chose à ce niveau-là. Et c'est bien dommage. Et ce que je veux dire par là, c'est que si nous, médias indépendants, parce qu'aujourd'hui on est plusieurs, et c'est tant mieux, on arrive à le faire avec des moyens qui sont quand même bien différents des médias traditionnels, je pense qu'en fait, côté médias traditionnels, on pourrait le faire également. Quand on voit, moi je prends l'exemple que je connais, au Bondy Blog, on est 3 salariés, avec heureusement une trentaine de contributeurs, de rédacteurs qui veulent informer et se former au journalisme. Si nous, on arrive à le faire, je pense sincèrement que dans les médias traditionnels, on pourrait le faire. Donc après, c'est une question de choix éditorial. Et donc, pour revenir sur les anciens du Bondy Blog qui sont aujourd'hui dans d'autres rédactions, c'est très bien, mais se pose la question aujourd'hui de la chefferie et de qui prend les décisions, qui pose les lignes éditoriales. Et tant qu'on... Il y a encore la dernière fois, je ne sais plus qui me disait, en fait, vous n'êtes jamais content. Et maintenant, on ne sera toujours pas content tant que le problème ne sera pas réglé, encore une fois. Et donc, oui, médiatiquement, il y a un vrai sujet. Et c'est un sujet qui est plus important qu'il en a l'air, dans le sens où plus que jamais aujourd'hui, la question de l'image est très importante. Elle l'a toujours été. Et je pense qu'il en va de la dignité des habitants de pouvoir exiger une information et une représentation qui leur correspond réellement. Et vous, Mehdi, en tant qu'élu justement local, quand vous avez vu
révolte qu'il y a eu à Nanterre en 2023. Est-ce que selon vous, justement, quand vous transposez par exemple avec les jeunes qui avaient 1 an, 2 ans, à l'époque de Zied et Bouna, est-ce que vous sentez qu'ils ont toujours justement une défiance, une méfiance aussi vis-à-vis des institutions et de la police? Est-ce qu'elle persiste encore? Parce qu'on a vu aussi, ça a été très violent même dans le traitement médiatique par rapport à ce qui s'est passé à Nanterre vis-à-vis de Nahel. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont encore déballé des propos qui étaient... Ouais, voilà. Oui. Peut-être la différence aussi avec les 2 générations, c'est que déjà la communication va beaucoup plus vite. Et on a vu, heureusement, qu'il y a du cop-watching maintenant, une espèce de cop-watching, une culture du cop-watching qui se... Voilà, parce que je pense que ce qui s'est passé avec Nahel, on n'aurait jamais eu... même si, par exemple, avec Zied et Bouna, il y avait des enregistrements radio de la police, mais il a fallu se battre. C'était tout un parcours du combattant pour les familles d'obtenir, d'où ce combat d'avoir une information judiciaire qui soit ouverte pour pouvoir obtenir les éléments du dossier. Mais on n'avait pas de vidéo à l'époque, on n'avait pas... Voilà, et alors que la police, première des choses qu'elle a faites, c'est de nier la course-poursuite. Et tout l'État policier était derrière pour nier, on l'a vu jusqu'à Nicolas Sarkozy. Et donc, déjà, ça a changé, je pense. Voilà. Après, c'était juste, avant de répondre à la question aussi sur la question des médias, le point positif, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de médias, tant bien que mal, indépendants qui se sont, depuis 2005, qui ont émergé, donc, et notamment des jeunes qui veulent faire leurs propres médias et faire véhiculer leurs propres informations. Donc je pense que ça chamboule aussi un petit peu les codes médiatiques, malheureusement. Le constat il est le même, c'est-à-dire que là tout à l'heure on parlait de la confiance avec l'institution, mais aussi la confiance, le lien de confiance avec une certaine classe médiatique, voire majoritairement la classe médiatique encore, qui n'ont pas du tout les codes et qui s'intéressent effectivement à ces territoires que comme ça s'appelle, comme ça. Voilà, et nous, on a des actions toute l'année qui sont positives et rares sont les médias qui se déplacent pour pouvoir mettre en lumière ces territoires qui regorgent de potentiel et de belles histoires. Si c'est, comme tu l'as dit, juste comme il y en a un qui sort du lot parce que voilà, il a une histoire qui a été portée. Mais voilà, tout ça pour dire, et aussi que on le voit, on parlait de l'idéologie d'extrême droite. Aujourd'hui, elle atteint même ces grandes groupes médiatiques, et ça va jusque là. Donc la ligne, je pense que même si effectivement c'est bien d'avoir des alliés qui peuvent être à l'intérieur, je pense qu'ils ont très peu de pouvoir parce que la ligne éditoriale, elle est fixée, c'est celle-ci, et ça va même plus loin. C'est pas pour un jour, c'est pas voilà. Je pense qu'il y a une culture, une idéologie qui va jusqu'à gangréner, et ça c'est bien dommage. Et nous on l'a vu aussi le changement avec certains médias qui voilà, si on voit l'exemple le plus concret, c'est par exemple un groupe privé, mais c'est la chaîne iTélé avec ce que c'est devenu aujourd'hui avec CNews. Voilà, on a vu le changement radical. Mais bon, là, c'est un exemple vers l'extrême droite. Pardon ? Une dérive vers l'extrême droite. Oui, absolument. Mais c'est pour ça que je donne cet exemple. Voilà, c'est pour ça que je donne cet exemple-là, parce que on avait vu des journalistes à l'époque d'ITL qui couvraient très naturellement. Après, là, pour répondre à la question de la défiance avec l'institution, oui, aujourd'hui, même si nous on met tout le travail qu'il faut au quotidien avec la municipalité, mais aussi les acteurs associatifs comme Assez le Feu, avec tout, essayer encore une fois parce qu'on y croit encore à cette justice, on y croit encore malgré tout, sinon on ne serait pas là, et donc de déconstruire tout ça avec les jeunes. Et on l'a vu à travers les opérations de mobilisation, notamment de vote aux dernières élections législatives. Ça ne nous a pas aidé par ailleurs le résultat, parce qu'on avait, voilà, je pense c'est la première fois que je voyais autant de jeunes aller dès l'ouverture du bureau. Certains ne savaient même pas comment aller voter, c'était la première fois qu'ils allaient voter parce qu'ils voulaient faire barrage. Et donc du coup à la fin, d'ailleurs on a démenti tous les taux d'abstention et des intentions de vote, et donc voilà, à la fin il a fallu faire tout ce travail de reconstruction, parce que les jeunes disaient même comme on vote et même comme on a gagné, vous voyez, il y a un hold-up, c'est la démocratie, après vous nous parlez, donc voilà, il y a tout ce travail, mais la défiance reste toujours, elle persiste, et avec différentes institutions d'ailleurs. Justement, pour finir, il nous reste 20 minutes. J'aurais aimé 20 minutes, 5 minutes. Mornia et peut-être aussi Lilian, 20 ans justement après Zied et Bouna, et après toutes ces enquêtes, tous ces débats, en fait tout ce qu'on a pu voir dans l'espace politique, dans l'espace médiatique, quelles mesures concrètes est-ce que, qui peuvent être mises en place pour éviter encore que ces jeunes meurent?
Pour moi, c'est évident. S'il n'y a pas des réformes... moi, je le dis comme je le pense. D'abord, je pense que déconstruire ou pas déconstruire, je trouve ça fort de café de demander à des jeunes, quand même, de revenir, de eux, en fait, porter la responsabilité d'un problème qui fait système et qui n'est pas de leur responsabilité. C'est toute la problématique, d'ailleurs, de dépensement qu'il peuvent y avoir dans nos quartiers. Non, la réalité, c'est que la réponse ne vient pas de nos jeunes. Elle vient, d'une part, du système policier, qui doit être totalement refondé. On a un système de police qui est défaillant aujourd'hui, qui pratique d'une manière discriminatoire. Donc concrètement, une réforme structurelle de fond. Ça veut dire des recrutements qui tiennent la route. Ça veut dire, moi je suis fonctionnaire d'État, je suis désolée, mais j'ai jamais vu un corps qui peut faire montre d'aussi peu de contrôle. Enfin, nous, avant de nous recruter, on scrute qui on est. Et quand on y est, on a des obligations, on a un code de déontologie, d'ailleurs, puis on est plutôt à gauche dans le ministère du Travail, qui nous est mis sous le nez tous les 4 matins par nos hiérarchies, parce que ce sont les patrons qui viennent dire bon, attention, ces agents de contrôle vont trop loin. Là, on a des policiers qui sont totalement dans l'impunité totale, parce qu'on a des syndicats de police qui sont extrêmement puissants, d'extrême droite, un système de police qui est d'extrême droite. Je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est pas nos jeunes de quartier, c'est un fait factuel. Donc mais ça me semble pas aujourd'hui le cas. Parce qu'encore une fois, on est dans une montée du populisme, une montée de la réaction. Il faut des mesures structurelles de fond, il faut une formation, il faut un organe de contrôle de la police qui soit indépendant et pas une IGPN qui est complètement point et main liés avec les mêmes qui tuent, puisque mêmes sont issus de ce corps. Et il faut une justice qui soit aussi formée à la non-discrimination. Je veux dire, si on en arrive à l'impunité des policiers avec l'affaire de Naël, mais toutes les affaires qui ont précédé, avec quelquefois des non-lieux, c'est absolument scandaleux. Alors moi, je veux bien qu'on dise que la justice est juste quand il s'agit de Sarkozy, et j'applaudis. Mais enfin, ce que nous demander la justice, c'est pas de nous faire un exemple de temps en temps et de continuer à déférer nos gosses par 4000 ou 5000 quand simplement ils se révoltent parce qu'on ne veut pas qu'on les tue comme des animaux. Merci. Peut-être un dernier mot pour vous, Lilian. Oui, je suis assez d'accord par rapport aux réformes de la police. C'est des réformes structurelles qui feraient du bien à la police. Aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, sur les affaires, en tout cas qu'on a étudiées, c'est qu'il y a eu des petites réformes, mais qui interviennent essentiellement lorsque c'est une personne qui n'est pas issue de l'immigration qui est tuée. On pense à Cédric Chouviat avec l'interdiction de la clé d'étranglement dans la foulée. Mais en fait, quand on questionne les chercheurs, c'est des réformes qui sont à la marge et qui bousculent pas le fonctionnement routinier de la police. Merci beaucoup Marniel Apsi, merci Mehdi Bigaderne, Lilian Ripert et merci Sarah Ichou pour vos interventions et vos analyses.